Et si, dans le passé, il y avait eu deux Australies? Le destin de l'Australie aurait pu être très différent au plus fort de la Grande Dépression. Plus de 6% des électeurs ont soutenu la sécession lors d'un référendum en Australie occidentale. Ils voulaient quitter la fédération australienne, créer leur propre nation et peut-être rejoindre l'Empire britannique. Mais en tant que dominion indépendant, le Parlement a adopté la loi sur la sécession en 1934 et la délégation est allée jusqu'à Londres. Le Parlement britannique, invoquant des conventions constitutionnelles, a finalement refusé d'agir. L'élan s'est dissipé, et ce chapitre de quasi-sécession s'est terminé par une déception pour les habitants. Mais que se serait-il passé si cela avait eu lieu ? Aujourd'hui, l'Australie occidentale est toujours le plus vaste État australien. C'est aussi celui qui a le nom le moins original, couvrant environ 2,5 millions de kilomètres carrés sur le tiers ouest du continent. L'Australie occidentale est la deuxième plus grande subdivision administrative au monde. Elle n'est dépassée que par la République de Sakha en Russie, et c'est l'une des régions les plus isolées géographiquement sur Terre. Sa capitale, Perth, se trouve à environ 1100 km d'Adélaïde, la métropole la plus proche à l'est. Vous comprenez donc pourquoi elle est isolée. Malgré cela, l'Australie occidentale offre un paysage à couper le souffle. Au sud-ouest, on trouve des forêts et terres agricoles méditerranéennes, des vignobles à Margaret River et un climat méditerranéen. En allant un peu plus au nord, le paysage devient de type semi-aride. C'est leur ceinture de blé, puis viennent de grands déserts comme Victoria, Gibson et le grand désert de sable. En revanche, l'extrême nord présente des climats tropicaux dans la région de Kimberley, avec des côtes plus accidentées, et même des influences de la mousson. Dans de nombreuses régions, la nature est rude, avec des températures pouvant atteindre 49 degrés Celsius l'été, et une faune dangereuse. Malgré sa taille, la population de l'Australie occidentale est très déséquilibrée. Sur près de 3 millions d'habitants, plus de 90% vivent dans le coin sud-ouest, avec environ 80% concentrés dans la grande région de Perth. Des centres régionaux, comme Geraldton, Bunbury, Albany et Calgary, comptent chacun quelques dizaines de milliers d'habitants. Au-delà de leur périphérie, la terre s'étend et reste rarement habitée. Perth elle-même est parfois décrite comme la capitale la plus isolée du monde, et cette isolation est liée au caractère économique de l'Australie occidentale. L'État possède de nombreuses ressources naturelles, minerais de fer, gaz naturel, or, nickel, aluminium, lithium, terres rares, cobalt, etc. En 2022, ces seules industries minérales et pétrolières valaient environ 183 milliards de dollars australiens, ce qui représente 94% de l'Australie occidentale et près de 46% des recettes d'exportation commercialisables de l'Australie. L'Australie occidentale fournit 34% du fer mondial et détient 30% des réserves connues. En ajoutant l'or, le nickel, le lithium, l'aluminium, le pétrole et d'autres ressources, il semble être une grande puissance d'extraction. Il représente aussi près de % du produit intérieur brut national avec 455 milliards de dollars australiens et le produit intérieur brut par habitant y est le plus élevé du pays. Plus de 135 000 dollars australiens par personne contre une moyenne nationale d'environ 74 000. Je pense que c'était l'un des éléments clés. À l'époque aussi, les habitants avaient le sentiment de contribuer beaucoup au gouvernement central et aux finances de l'Australie sans recevoir beaucoup de soutien en retour. Bien sûr, c'était à cette époque-là. Je n'ai aucune idée si ce soutien existe aujourd'hui. En dehors de ces ressources naturelles, d'autres secteurs comme la finance, l'immobilier, l'assurance et le tourisme ont pris de l'ampleur. En 2019, le tourisme a contribué à hauteur d'environ 9 milliards de dollars, tandis que la production de blé, par exemple, n'a généré que 3 milliards et demi pour la production nationale de l'Australie. Sur le plan culturel et symbolique, l'Australie occidentale affirme son identité à travers l'emblème du cygne noir. Il figure en bonne place sur le drapeau de l'État, aux côtés de l'Union Jack britannique et du drapeau de la Croix du Sud. Cela met en avant les origines coloniales de l'Australie occidentale et sa singularité,
car ses débuts en tant que colonie britannique remontent à 1829, lorsque la colonie de la rivière Swan, bien nommée, fut officiellement fondée par un homme appelé le capitaine James Stirling. Et au départ, c'était une colonie complètement séparée du reste de l'Australie. Comme les premiers établissements pénitentiaires en Nouvelle-Galles du Sud et sur la terre de Van Diemen, l'Australie occidentale devait d'abord être une colonie libre, attirant les colons par la promesse de terres et d'opportunités. Mais des conditions difficiles, l'isolement et le manque de main-d'œuvre ont vite poussé la colonie à accepter des condamnés. De 1850 à 1868, je suppose que c'était pour soutenir une économie en difficulté. Tout au long du XIXe siècle, l'Australie occidentale a conservé son propre gouvernement colonial, ses lois et ses coutumes, et a eu peu d'interactions avec l'Est, qui s'est développé selon des dynamiques sociales et économiques différentes. Ils n'ont rejoint le Commonwealth qu'avec la Fédération de l'Australie en 1900, en étant la dernière des 6 colonies d'origine à accepter. Ils l'ont fait avec beaucoup d'hésitation et une forte opposition interne. Cette séparation de longue date a contribué à une identité régionale distincte qui influence encore aujourd'hui les attitudes politiques et culturelles de l'État, y compris ses discussions récurrentes sur l'autonomie et même l'indépendance. Avec cette robustesse, il n'est pas surprenant que des idées sécessionnistes aient existé. L'Australie occidentale estimait envoyer de la richesse au gouvernement central mais recevoir moins du gouvernement fédéral. Des dirigeants politiques, comme l'ancien Premier ministre Richard Court, en 2008, ont souligné certains déséquilibres. L'Australie occidentale générait 35% des revenus d'exportation australiens, mais recevait moins de 6% des redistributions de la taxe sur les produits et services. Coloniale, c'en est une autre. Le ministre Norman Moore a même parlé de sécession et d'une défense indépendante, possiblement appuyée par la Chine. Les sondages pendant la Covid-19, avec la fermeture des frontières, ont montré qu'environ 28% soutenaient une sécession. Ce n'est pas une majorité. Mais je pense que lorsqu'un tiers de la population veut l'indépendance, il faut s'attaquer à certaines des causes de ce phénomène. Le sentiment de sécession plus modéré d'aujourd'hui fait écho au mouvement historique bien antérieur, à 1920, parce que, comme nous l'avons mentionné précédemment, au début du XXe siècle, ils ont fait une tentative sérieuse et bien organisée de quitter la Fédération australienne. La quête d'indépendance a culminé durant la Grande Dépression, quand les difficultés économiques et le chômage ont poussé de nombreux habitants à se sentir lésés par les politiques commerciales et tarifaires du Commonwealth. En réaction, la Ligue du Dominion d'Australie occidentale a lancé une campagne de sécession, affirmant que l'État irait mieux comme dominion indépendant dans l'Empire britannique. En 1933, un référendum à l'échelle de l'État a été organisé, et une écrasante majorité de 66% des électeurs ont soutenu la sortie de la Fédération. Malgré un mandat clair, la tentative a échoué. Une délégation a été envoyée à Londres pour demander au gouvernement britannique la séparation de l'Australie occidentale. Mais les Britanniques, appliquant le statut de Westminster, ont maintenu que la constitution australienne ne pouvait être modifiée sans l'approbation explicite de toute la fédération. Cette décision a démoralisé le mouvement. En 1938, le rêve de sécession était en ruine. Cet épisode a prouvé que la sécession en Australie était sur le point de devenir réalité, bien plus qu'un simple débat. Les griefs restent les mêmes. Centralisme économique, déséquilibre démographique, taxes sur les produits et services, bureaucratie et réglementation fédérale. Une sécession légale est aujourd'hui très difficile, la constitution australienne n'ayant aucun mécanisme pour cela. L'article 28 prévoit la révision de la Constitution par référendum, avec la majorité des États et des électeurs nationaux. Ils devraient d'abord organiser leur propre référendum sur la sécession, puis un référendum national pour modifier la Constitution, avec l'accord d'au moins 4 États sur 6 et une majorité nationale. C'est presque impossible. Les États de l'Est refuseraient ou demanderaient une compensation. Même la population de l'Australie occidentale pourrait se diviser sur les coûts de cette indépendance. Mais s'ils parviennent à réaliser cette impossibilité politique, ils pourraient en fait très bien s'en sortir. Économiquement, on peut dire qu'ils sont capables de se débrouiller seuls. Les exportations génèrent d'importants revenus, représentant environ 17% du produit intérieur brut australien, dont le produit intérieur brut par habitant est l'un des plus élevés au monde. Son commerce extérieur avec l'Asie est important. La Chine, le Japon, 11%.
et la Corée du Sud, 6%. Une Australie occidentale souveraine aurait une crédibilité économique. Néanmoins, la coexistence avec l'Australie apporte actuellement des investissements fédéraux dans la santé, l'éducation, le bien-être, les infrastructures, les retraites, la défense et l'immigration. L'Australie occidentale devrait seule renégocier ou reproduire ses services. Elle devrait instaurer des contrôles aux frontières, une police, une défense, des infrastructures, une diplomatie, des accords commerciaux et des systèmes de citoyenneté. Sa position dans l'Indo-Pacifique est stratégique, mais elle serait sous pression pour choisir ses alliances, rester au Commonwealth, s'aligner avec l'Australie, ou se rapprocher de l'Indonésie, Singapour, la Chine ou les États-Unis. L'influence de l'Australie dans la région en pâtirait nettement. Non seulement ils perdraient la moitié de leurs côtes, mais l'Australie occidentale représente aussi près de 40% de leurs exportations et la moitié de leurs richesses en ressources. En résumé, la taille, les ressources, l'économie, l'identité et la géographie de l'Australie occidentale en font une candidate crédible à l'indépendance. Elle a presque réussi en 1933 et y songe depuis. La domination économique et la fierté régionale gardent le Brexit présent dans la conscience publique. Il est plus probable qu'ils utilisent cette rhétorique sécessionniste pour négocier un traitement fiscal plus équitable, des investissements dans les infrastructures et une meilleure participation aux prises de décision au sein de la fédération. Qu'en pensez-vous ? Devrait-elle être indépendante ? Dites-le moi dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci à mes mécènes pour leur soutien direct. Et je vous retrouve la prochaine fois pour plus de culture générale.